Elle avait 4 minutes avant que la file des arrivants n'atteigne le haut de l'escalier. Et en ces 4 minutes, elle devait décider si elle allait mentir au sujet des garçons. « Dites-leur que mon nom est Marston », dit-elle à voix basse à la femme à côté d'elle. « Dites-leur que je suis veuve. Dites-leur n'importe quoi, sauf la vérité. » La femme, qui n'était en fait pas une servante, bien qu'elle en ait l'apparence ce soir, se contenta de resserrer le petit nœud au col du plus jeune garçon et ne dit rien. Dans cette maison, le silence avait longtemps été la meilleure des sagesses. Dehors, les calèches s'arrêtaient encore en grinçant sous le portique. Les lustres au-dessus avaient été allumés pour ce qui devait être la 3e fois de l'heure. Une des grandes bougies de cire près du mur sud pleurait déjà de longs rubans vitreux que les valets faisaient semblant de ne pas voir. Dans la petite pièce latérale où elle se tenait, il n'y avait que l'odeur de cire au citron. Il y avait aussi le léger courant d'air d'une porte ouverte et fermée trop de fois. Et il y avait 3 garçons qui la regardaient avec les mêmes yeux bruns et patients que leur père avait pour regarder les cartes. Elle s'agenouilla. Elle n'avait pas l'intention de s'agenouiller. C'était le genre de geste qu'on lui avait appris il y a des années, dans une autre vie, à ne pas faire dans les salles de réception. Mais elle s'agenouilla quand même. Elle redressa l'écharpe du garçon du milieu, et elle glissa une boucle de cheveux derrière l'oreille de l'aîné. Puis elle dit très doucement, « Quoi qu'il arrive là-dedans, vous restez ensemble. Vous m'entendez? Vous restez ensemble, et vous ne vous lâchez pas la main. »« Avons-nous peur, maman ?» demanda le plus jeune. Il demandait tout à voix haute car il n'avait pas encore appris que certaines questions doivent être gardées pour soi. « Non, dit-elle. Nous sommes simplement prudents. Il y a une différence. L'aîné, qui avait peut-être 8 minutes de plus que les 2 autres, et qui prenait ces 8 minutes très au sérieux depuis toujours, ne dit rien du tout et se contenta de regarder son visage. Il avait sa bouche. Il avait, pensa-t-elle avec une petite douleur familière, toute l'immobilité de son père. Elle se releva. Elle lissa le devant de sa robe, une chose ivoire brodée de perles de rocaille. Le motif, vu sous un certain angle, ressemblait à du blé. Elle l'avait choisi pour cette raison. Le blé était un motif paysan, réalisé avec un fil de duchesse. Et la plaisanterie, si quelqu'un dans la salle de bal était assez malin pour la remarquer, n'était que pour elle-même. Elle ne s'attendait pas à ce que quiconque dans cette salle de bal soit assez malin pour remarquer quoi que ce soit. Elle s'attendait à être regardée et ignorée, comme elle l'avait été pendant 7 ans. Elle s'attendait à entrer et sortir discrètement avant que l'orchestre n'atteigne la 2e valse. Elle était venue pour une seule raison, un nom sur une liste, une signature dont elle avait besoin avant le matin, une porte qui se fermerait pour toujours si elle ne la poussait pas ce soir. Elle n'était pas venue pour lui. Elle se le dit 2 fois, tandis que le valet à la porte intérieure levait sa petite main gantée de blanc pour signaler que son groupe serait le suivant. Et elle se le dit une 3e fois alors que les portes s'ouvraient. Le flot de lumière et de son déferla vers eux comme une marée. De la musique, du verre, la mer murmurante d'une centaine de conversations polies, tout au même volume prudent. Quelque part là-dedans se trouvait l'homme qui avait autrefois connu la pression exacte de sa main sur sa manche. Et quelque part là-dedans se trouvait le reste de sa vie. Et quelque part là-dedans se trouvait la signature. « Lady Marsden », annonça le héros de la voix calme et indifférente des hommes qui ont appris à faire sonner chaque nom de la même manière. Et ses 3 fils. Elle ne tressaillit pas au nom d'emprunt. Elle s'était entraînée à ne pas tressaillir. Ce à quoi elle ne s'était pas entraînée, c'était la façon dont la main de son fils aîné trouva la sienne à l'instant précis où le héros parla. Comme s'il avait senti, à la manière dont les enfants intelligents sentent le temps qu'il va faire, que quelque chose dans la pièce venait de changer de pression. Elle resserra ses doigts autour des siens. Elle s'avança. Le marbre sous ses escarpins était froid, même à travers les semelles. Elle était reconnaissante pour ce froid, car il l'empêchait de flotter. Et flotter dans une pièce comme celle-ci était le premier signe que l'on était sur le point de tomber. La salle de bal de Castlemere House, ce soir-là, faisait ce pourquoi elle avait été construite 2 siècles plus tôt. Elle humiliait les gens. Le plafond s'élevait en une voûte peinte d'un paradis où des personnages aux joues roses se penchaient des nuages avec des guirlandes. Les lustres, 8 d'entre eux en une ligne délibérée, étaient suspendus à une hauteur calculée pour que même les hommes de grande taille se sentent brièvement petits. Les miroirs le long du mur sud dédoublaient la compagnie, de sorte que chaque invité semblait être arrivé avec un jumeau poli. Et l'orchestre, discrètement placé derrière un paravent de palmiers,
jouait un air lent et convenable que personne dans la pièce n'entendait vraiment et dont personne n'aurait pu se passer. Elle franchit le seuil avec ses 3 fils en une petite ligne bien rangée. Et elle fit ce pourquoi elle avait toujours été douée, c'est-à-dire se rendre insignifiante dans une foule. Elle avait appris ce tour dans son enfance, quand être remarquée était un danger. Elle l'avait affiné plus tard, quand être remarquée était devenu un chagrin. Ce soir, elle baissa le menton d'un quart de pouce, laissa son regard se poser sur le sol à 1 mètre devant elle. Elle laissa son sourire devenir petit et amical, et entièrement sans invitation, et elle marcha. Les garçons, formés à ce même art silencieux, par une mère qui leur avait appris ce que les grandes maisons n'avaient pas fait, gardèrent leur visage immobile et leurs pas mesurés. Seul le plus jeune, qui n'avait pas encore acquis le tour, jeta un coup d'œil au lustre et laissa échapper un son doux et étonné qu'elle choisit de ne pas corriger. Ce fut le plus jeune, à la fin, qui les perdit. Il vit les figues confites en premier. Elles étaient disposées sur une épergne en argent sur la longue table d'appoint, brillant comme des bijoux sous verre. Et il fit ce que tout enfant de 6 ans bien élevé fait face à un petit miracle scintillant. Il s'arrêta de marcher. Il ne tira pas sur sa main. Il ne pleurnicha pas. Il s'arrêta simplement et regarda. Et ses 2 frères, liés à lui par l'habitude de faire des triplés, s'arrêtèrent aussi. Les 3, dans leur manteau bleu foncé et leur gilet crème, et leur cravate crème identique, nouée par les mêmes mains patientes 1 heure plus tôt, s'immobilisèrent à côté de la longue table. Une rangée de 3 petites têtes identiques. Et de nombreux visages dans la grande salle se tournèrent, comme les visages le font quand quelque chose d'inhabituel attire la lumière. Elle sentit les regards se tourner avant de les voir. Une chaleur le long de sa nuque. Le plus léger silence. La façon dont la mère se retire avant de revenir. Elle prit une inspiration. Elle se pencha vers ses fils et ouvrait déjà la bouche pour dire doucement qu'ils auraient des figues plus tard et qu'ils devaient continuer à marcher. C'est alors qu'elle sentit, de l'autre côté de la pièce, un regard particulier se poser sur elle comme une main. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir de qui il s'agissait. Elle l'avait déjà senti, dans une chapelle il y a 7 ans, le matin où elle avait descendu l'allée sous un voile qu'elle avait brodé elle-même. Elle leva les yeux lentement, car les lever rapidement aurait été admettre qu'elle attendait qu'il soit convoqué. Et de l'autre côté du parquet poli, au-delà du tour lent d'un couple de danseurs, au-delà des épaules blanches d'une douairière avec un éventail, elle le vit. Le duc d'Avonhurst se tenait très immobile. C'était la façon dont un homme se tient quand il vient d'être frappé et n'a pas encore décidé s'il doit tomber. Son verre était dans sa main, à l'angle précis où un homme tient un verre quand il a oublié qu'il le tenait. Il y avait une femme à son coude, vêtue de vert pâle. Elle lui parlait de la voix vive et sereine d'une personne qui n'a pas encore remarqué que l'homme à qui elle parle s'est absenté en lui-même. Il ne regardait pas la femme. Il ne regardait pas la pièce. Il regardait la rangée de 3 petites têtes à côté d'elle. Et puis, lentement, il la regarda elle. Et puis de nouveau les 3 petites têtes. Et puis de nouveau elle. Et elle vit la couleur quitter son visage par degrés, comme si quelqu'un tirait un rideau sur lui de l'intérieur. Elle avait imaginé ce moment dans les longues nuits de ces 7 années, plus de fois qu'elle ne l'avouerait jamais. Elle s'était imaginée froide. Elle s'était imaginée gracieuse. Elle s'était imaginée cruelle. Elle s'était même, dans ses heures les plus faibles, imaginée en train de pardonner. Ce qu'elle n'avait pas imaginé, c'est qu'elle ressentirait, en le regardant découvrir ses fils, à travers une salle de bal, une petite pointe de pitié traîtresse. Il fit un pas en avant. Il s'arrêta. Il ne savait pas, réalisa-t-elle. Il ne savait pas quoi faire en premier. Traverser la pièce jusqu'à elle, ou tourner le dos et prétendre, pour le bien de la femme en vert pâle et des 400 visages polis, qu'il n'avait pas vu ce qu'il venait de voir. Il se tenait entre ces 2 choix, comme un homme se tient au bord d'un étang gelé, écoutant la première fissure. Le garçon aîné, dont la main était toujours dans la sienne, leva les yeux. Il suivit la ligne du regard de sa mère à travers la pièce. Il ne connaissait pas encore le visage qu'il regardait. Mais il avait déjà un instinct inhabituel pour les choses assorties. Ses petits doigts se resserrèrent autour des siens, avec une pression qui n'était pas tout à fait de la peur, ni tout à fait une question. « Maman ?» dit-il très doucement. « Qui est cet homme ?» Elle ne répondit pas. Elle avait de nouveau 4 minutes, dans un autre sens. 4 minutes avant que l'orchestre ne finisse l'air qu'il jouait, et que la piste ne se vide pour la première danse.
4 minutes avant que la pièce ne se réorganise dans son deuxième schéma, plus dangereux. 4 minutes avant que Lady Castlemaine, qui connaissait tout le monde et n'oubliait rien, ne descende la longue salle pour voir qui était arrivé, sous un nom d'emprunt. 4 minutes avant que le duc d'Avonhurst ne traverse ce parquet poli, ou ne le fasse pas. 4 minutes pendant lesquelles elle devrait décider, encore une fois, quel genre de femme elle allait être. Elle avait été d'autres genres de femmes en son temps. Elle avait été la jeune fille qui avait dit oui trop vite dans un jardin fin juin, à un homme qui ne pouvait pas tout à fait la regarder dans les yeux. Elle avait été la mariée qui avait descendu une allée dans un brouillard dansant et son propre souffle retenu. Elle avait été la jeune épouse qui avait appris, par une série de petites humiliations administrées aux tables du petit déjeuner, dans les promenades en calèche et aux portes des chambres à coucher, que le titre qu'on lui avait donné était la seule chose dans cette maison qu'elle était autorisée à garder. Elle avait été la femme à qui, par un après-midi pluvieux de novembre, la mère de son mari avait dit que le mariage allait être annulé. On lui avait dit qu'elle serait renvoyée chez son père avec une somme d'argent et un silence qu'elle devrait honorer pour le reste de sa vie. Elle avait été la femme qui, 2 mois plus tard, sur le lit étroit d'une auberge de campagne, dont elle se souvenait encore de chaque fissure au plafond, avait réalisé que son corps avait gardé un secret que la maison de son mari n'avait pas pris la peine de demander. Elle avait été, pendant 7 ans, la femme qui élevait tranquillement 3 garçons dans une petite maison blanche derrière une haie. Elle vivait d'un revenu qu'elle s'était constitué elle-même grâce à des traductions, des broderies et un avocat très patient qui ne lui avait jamais demandé d'expliquer quoi que ce soit qu'elle ne souhaitait pas expliquer. Et ce soir, elle avait l'intention d'être une veuve nommée Marston. Le duc d'Avonhurst était toujours là. Il n'avait pas bougé. La femme en vert pâle avait finalement remarqué. Elle avait tourné la tête pour suivre son regard. Et son propre visage, quand elle vit la ligne des 3 petits manteaux bleu foncé, avait fait une petite chose compliquée. Le plus jeune garçon, qui n'avait toujours pas été réprimandé pour les figues, tendit la main sans demander et prit une seule figue confite de l'épergne. Il la tourna dans ses doigts, s'émerveillant. Il la montra à son frère, qui la montra au 3e. Les 3 penchèrent la tête ensemble sur la petite chose brillante, dans la paume du plus jeune, et rirent, très doucement. Le rire privé d'enfants qui n'ont toujours eu qu'eux-mêmes pour public. Et de l'autre côté de la longue salle, une centaine d'yeux suivirent le rire jusqu'à sa source et s'attardèrent. Elle sentit alors une chose curieuse. Elle sentit la pièce les reconnaître avant de savoir ce qu'elle reconnaissait. Elle sentit les éventails des douairières s'arrêter. Elle sentit les joueurs de cartes dans l'alcôve lointaine lever la tête. Elle sentit, derrière elle, le long murmure commencer à passer d'une bouche à l'autre. Le murmure qui commence toujours dans de telles pièces, quand une vieille histoire est sur le point d'acquérir une nouvelle fin. Et elle sentit le duc d'Avonhurst prendre la respiration d'un homme qui vient de réaliser, trop tard, que le choix qu'il essayait de ne pas faire a déjà été fait pour lui. Il posa son verre. Il le posa si soigneusement que le petit tintement qu'il fit contre la table d'appoint en marbre était presque inaudible. Et pourtant, elle l'entendit, à travers toute cette distance, aussi clairement que s'il l'avait posé à son propre coude. Il tourna la tête une fois, brièvement, vers la femme en vert pâle, et lui dit quelque chose. Une seule phrase courte, qui fit se fermer la bouche de la femme en une ligne fine et mécontente. Puis il s'avança, s'éloignant d'elle, et commença à marcher. Il ne marchait pas vite. Il marchait d'un pas mesuré et délibéré, celui d'un homme qui sait que tous les yeux de la pièce sont maintenant sur lui, et qui a décidé, dans une chambre privée de son être, qu'il ne leur donnerait pas la satisfaction de la hâte. Il marcha entre des danseurs qui n'avaient pas encore commencé à danser, et devant des douairières qui n'avaient pas encore commencé à bavarder. Il contourna un petit marquis surpris qui s'écarta de son chemin sans bien comprendre pourquoi. Il parcourut la longue diagonale de la salle de bal. Et au bout de celle-ci se tenait une femme en ivoire et 3 garçons en bleu foncé. Et la femme en ivoire ne bougea pas, ne détourna pas le regard, et ne respira pas, pendant 1 seconde entière. Il s'arrêta à 3 pas d'elle. Il s'inclina. C'était une révérence parfaitement correcte, la révérence d'un duc saluant une étrangère de rang acceptable. Et c'était aussi la révérence d'un homme demandant la permission. Et seule elle, dans toute cette salle bondée, savait lire les 2 à la fois. « Madame », dit-il. Sa voix était égale. C'était la voix qu'elle avait appris, il y a longtemps, qu'il utilisait quand il retenait quelque chose dans sa poitrine à 2 mains. « Pardonnez-moi.
Je crois que nous nous connaissons peut-être. Le garçon aîné regarda du duc à sa mère, puis de nouveau au duc. Son petit visage, levé et sérieux sous la lumière des lustres, fit une chose qu'elle n'avait pas anticipée. Il ne tressaillit pas. Il ne sourit pas. Il se contenta, avec l'intelligence calme d'un enfant qui a passé toute sa vie à étudier le seul visage qu'il connaît le mieux, de rendre la révérence du duc par une minuscule inclination de sa propre tête. Le duc d'Avonhurst, qui avait déjà été frappé une fois ce soir-là, fut frappé une deuxième fois. Et elle le vit absorber le coup, comme il avait absorbé le premier, en devenant très, très immobile. « Monseigneur, dit-elle. » Elle avait décidé, pendant le temps qu'il lui avait fallu pour traverser la pièce, qu'elle ne lui donnerait pas le nom d'emprunt en face. Elle avait sa propre petite fierté. Même ainsi, cela fait un certain temps. En effet, dit-il. Il regardait les garçons. Il essayait de ne pas regarder les garçons. Il échouait. Le plus jeune, qui n'avait pas encore lâché sa figue, la tendit vers le duc avec la générosité grave des petits-enfants et dit « En voulez-vous une? Elles sont très bonnes. » Le duc d'Avonhurst, maître d'un domaine de 40 000 acres, détenteur d'un siège à la Chambre des Lords, vétéran de 2 guerres et d'un scandale très public, baissa les yeux sur la petite main collante, lui offrant une figue confite. Et il ne put, l'espace de 3 battements de cœur, parler. « Merci, dit-il enfin. Sa voix était devenue légèrement rauque. « J'aimerais beaucoup. » Il se pencha. Il prit la figue de la petite main avec la douceur d'un homme manipulant une relique. Il ne la mangea pas. Il la tint dans ses doigts gantés, comme s'il n'était pas sûr d'en avoir la permission. Elle le regarda faire, et elle sentit, quelque part sous l'ivoire, les perles de rocaille et la posture soignée de 7 années, quelque chose de vieux et de solidement lié commencer, contre sa volonté, à desserrer un seul fil. Pas tout. Pas encore. Seulement un fil. Mais un fil dans un nœud, qui avait tenu si longtemps, suffisait à altérer la forme du tout. « Monseigneur, dit-elle de nouveau, et cette fois sa voix était très basse, destinée uniquement à lui. Nous ne pouvons pas faire ça ici. Non, dit-il, nous ne le pouvons pas. Il y a une pièce, dit-il, par la petite porte derrière l'orchestre. C'est la bibliothèque. Elle sera vide. J'irai en premier. Vous suivrez dans un quart d'heure avec les garçons, en passant par la galerie. Lady Castlemere ne remarquera rien. Je veillerai à ce qu'elle ne remarque rien. Je ne suis pas venu ici pour vous, dit-elle. Je sais, dit-il, avec un léger demi-sourire épuisé qu'elle se rappelait d'une autre vie. Vous ne l'avez jamais fait. Il inclina la tête vers les garçons, un par un, comme si chacun lui avait été présenté formellement. Et chacun d'eux, à sa manière, inclina la tête en retour. Et l'aîné, qui avait sa bouche et l'immobilité de son père, dit, avec la gravité d'un ambassadeur, « Monsieur ». Le duc se tourna. Il s'éloigna à travers la salle de bal au même pas mesuré avec lequel il était venu. Et la pièce, qui avait retenu une seule longue respiration, la relâcha dans un doux murmure poli et reprit sa prudente prétention de n'avoir rien vu du tout. L'orchestre commença le deuxième air. Le premier couple entra sur la piste. Lady Castlemere, dans l'embrasure de la porte, leva son éventail et commença sa lente approche. Elle se tenait parmi ses fils, près de la longue table d'appoint. Le plus jeune lorgnait déjà une deuxième figue. Celui du milieu regardait les danseurs avec un plaisir non dissimulé. L'aîné observait toujours son visage. Et elle pensa très clairement que le problème quand on répète un moment pendant 7 ans, c'est que le moment, quand il arrive, refuse de connaître son texte. Elle ne lui avait, dans aucune de ses répétitions, donné une figue confite. Elle n'avait, dans aucune d'elles, permis à l'aîné de s'incliner. Elle n'avait pas, dans une seule d'entre elles, envisagé la possibilité que l'homme qui l'avait abandonnée puisse, après 7 ans de silence, traverser une salle de bal avec son verre oublié derrière lui et s'incliner le premier. Elle se pencha de nouveau vers les garçons. Elle brossa une miette du revers du garçon du milieu. Elle redressa le col du plus jeune. Elle ne s'agenouilla pas, cette fois, car Lady Castlemaine approchait, et Lady Castlemaine remarquait les agenouillements. Elle se contenta de lisser sa propre robe et de lever le menton un demi-pouce plus haut qu'elle ne l'avait porté en entrant. Et elle se prépara à mentir avec grâce et conviction à l'une des femmes les plus observatrices du royaume. Ce ne serait pas, soupçonnait-elle, le mensonge le plus difficile de sa soirée. Celui-là,
soupçonnait-elle, l'attendait dans la bibliothèque. Lady Castlemaine arriva dans un doux nuage de bergamote et de soie bruissante, qui arborait ce sourire particulier, qui, en 40 ans, avait ouvert plus de portes et fermé plus de réputations que n'importe quel éventail à Londres. C'était une petite femme, rendue plus grande par ses diamants, et par son habitude de se placer au centre exact de toute pièce où elle entrait. Elle avait été une amie de la défunte duchesse. Elle avait été, en son temps, une marraine attentive et indulgente pour l'homme qui venait de traverser sa salle de bal avec une figue confite dans son gant. Elle ne manquait rien. Elle pardonnait beaucoup. Elle n'oubliait que ce qu'elle choisissait d'oublier. « Ma chère Lady Marston », dit-elle, en lui prenant les deux mains comme si elle se connaissait depuis 20 ans. « Quelle parfaite joie! Et ce doivent être vos garçons, comme ils sont extraordinairement beaux, et comme ils se ressemblent. Merci, ma chère dame, dit-elle. Elle ne laissa pas ses mains trembler. Elle s'était entraînée à ne pas laisser ses mains trembler devant des femmes plus âgées et plus perspicaces que Lady Castlemere. « Vous êtes très aimable. Des triplés, je crois, » dit Lady Castlemere agréablement, comme si elle commentait la météo. Ses yeux ne quittaient pas le visage du garçon aîné. « Comme c'est charmant, on en voit si rarement, et si bien élevé. Leur père devait être un homme remarquablement patient. C'était un soldat, dit-elle. Le mensonge vint facilement, car elle l'avait construit il y a des années et l'avait souvent utilisé. Il avait la patience d'un soldat. « Ah !» dit Lady Castlemere, avec cette petite inflexion particulière qui signifiait qu'elle avait entendu le mensonge, l'avait classé et considérerait à loisir ce qu'elle en ferait. « Un soldat, bien sûr. Et maintenant vous êtes veuve, ma chère, et vous êtes venue en ville pour les présenter à la société. Comme c'est courageux de votre part, comme c'est sensé, et comme c'est curieux, ajouta-t-elle très légèrement, comme un chat pose sa patte, que le duc d'Avonhurst ait traversé toute une salle de bal pour faire connaissance avec des étrangers. Elle rencontra le regard de Lady Castlemere. Elle ne détourna pas les yeux. Elle ne regarda pas ses fils. Elle ne regarda pas vers la petite porte derrière l'orchestre, où elle pouvait juste voir le bord d'un pan de manteau disparaître. « Sa grâce a eu la bonté, dit-elle, de remercier mon plus jeune pour une offre de figue. »« En effet, dit Lady Castlemere, comme c'est gracieux de sa part. Il n'est pas en règle générale friand de figues. Alors c'était d'autant plus aimable, dit-elle. Pendant une longue seconde, la femme plus âgée la regarda simplement. L'éventail dans sa main s'ouvrit, se ferma et s'ouvrit à nouveau. Les diamants à son cou attrapèrent la lumière du lustre et la projetèrent en de minuscules étoiles mouvantes sur la crème de son corsage. « Marchez un peu avec moi, ma chère, » dit enfin Lady Castlemere, avec un sourire presque entièrement chaleureux. « Amenez les garçons. Il y a un couloir qui mène à la galerie, plus calme que cette pièce. Nous leur trouverons un peu de limonade et une fenêtre pour regarder dehors. Et vous et moi, nous aurons une petite conversation civilisée sur les soldats et les figues. » Elle ne sut pas, à cet instant, si Lady Castlemere avait décidé de la ruiner ou de la sauver. Elle soupçonnait que la femme plus âgée ne le savait pas encore non plus, et qu'elle était, à sa manière élégante, encore en train de décider. Elle inclina la tête. Elle prit le plus jeune par la main. Elle rassembla ses fils. Elle marcha avec Lady Castlemere à son bras, et 400 yeux se détournèrent poliment vers la petite porte derrière l'orchestre. Et derrière cette porte, elle le savait. Un homme se tenait dans une bibliothèque avec une figue confite encore dans son gant, attendant de savoir si les 7 années qu'il avait passées sans elle avaient été une punition, une miséricorde, ou simplement la longue préface d'une histoire dont la première vraie phrase était sur le point d'être prononcée enfin. La bibliothèque de Castlemere House n'était pas une grande pièce. C'était le genre de pièce qu'une grande maison réserve à l'usage de sa maîtresse et de ses amis les plus proches. Elle était tapissée du sol au plafond de volumes reliés en veau que personne n'avait ouvert depuis une génération. Elle était éclairée par 2 lampes et les braises d'un petit feu qui avait été allumé plus tôt dans la soirée et oublié. Le tapis était turc et très ancien. Le bureau était en noyer avec un seul encrier en verre vert. Il y avait une fenêtre, étroite et haute, donnant sur le jardin où les lanternes pendaient en une longue ligne soignée. Il y avait 2 chaises près du feu. Il se tenait à la fenêtre quand la porte s'ouvrit. Il ne se tourna pas tout de suite. Il avait enlevé ses gants et les avait posés sur le bureau. La figue confite était à côté, sur un carré plié de son propre mouchoir, comme un petit bijou dont il n'avait pas pu se séparer. Lady Castlemere n'entra pas dans la pièce.
Elle s'arrêta sur le seuil avec les 3 garçons soigneusement disposés autour de ses jupes et dit, d'une voix destinée au couloir et non à la pièce, « Je tiendrai compagnie à vos neveux pendant un quart d'heure, ma chère, pendant que vous et sa grâce discutez de l'affaire des figues. » Ses yeux étaient pleins de sens. « Un quart d'heure, pas plus. La pièce au-delà est la mienne, et je ne la prête pas. Nous comprenons-nous bien? »« Oui, ma chère dame, dit-elle. »« Bien, dit Lady Castlemeyer. » Et elle disparut, entraînant les garçons avec elle dans le couloir dans un doux carillon de petits pieds bien chaussés. Elle ferma la porte derrière elle. Elle s'adossa contre elle. Elle ne fit pas, un instant, confiance à ses jambes. Il se tourna alors. La lumière du feu dorait une moitié de son visage et laissait l'autre dans l'ombre. Et elle se souvint, avec une clarté qui faillit la défaire, qu'il s'était tenu exactement de cette manière dans une autre bibliothèque, un autre soir. La veille du jour où il lui avait demandé de l'épouser. Il était plus jeune alors. Ils l'étaient tous les deux. Il n'avait pas encore appris à maîtriser son visage. Ce soir, il avait appris. Et ce soir, il utilisait tout ce qu'il avait appris. Et même ainsi, elle pouvait voir, dans le petit tremblement au coin de sa bouche, qu'il était très près de la fin de ce qu'il pouvait contenir. « Vous l'avez nommé, dit-il. Sa voix était très basse. L'aîné. Vous l'avez nommé d'après mon père. Je l'ai nommé, dit-elle, d'après le seul homme de votre famille qui ait jamais été gentil avec moi. Que mes raisons et votre héritage aient coïncidé est une affaire pour le registre paroissial, pas pour nous. » Il absorba cela. Il l'absorba comme il absorbait la plupart des choses, avec un léger resserrement de la mâchoire et une très longue inspiration par le nez. « Et les autres » dit-il. « Celui du milieu est Thomas, dit-elle. Pour mon père, le plus jeune est Oliver. Pour personne, je voulais un nom qui n'appartienne qu'à lui. Oliver, dit-il. Il le dit comme s'il le goûtait. Il m'a offert une figue. Il offre tout à tout le monde, dit-elle. C'est son défaut particulier. Nous y travaillons. Ne le faites pas, dit-il. N'y travaillez pas. Laissez-le le garder. Elle ne répondit pas. Elle ne put un instant répondre. La bibliothèque était très silencieuse. Le feu bougea une fois avec un petit bruit de pages tournées. Je ne savais pas, dit-il. Non, dit-elle. Je me suis assuré que vous ne le sachiez pas. Pourquoi? Elle avait su que la question viendrait. Elle avait répété plusieurs réponses. Aucune d'elles ne convenait maintenant. Parce que, dit-elle lentement, le jour où votre mère m'a mise à la porte de votre maison, je me suis fait une promesse. J'ai promis que tout ce que j'avais emporté de cette maison, dans mon corps, dans mon cœur ou dans mes mains, serait à moi. Pas à elle, pas à vous, pas au domaine, à moi. Et j'ai promis que je l'élèverais, quoi que ce soit, dans un endroit où personne ne lui dirait plus jamais qu'il était insuffisant. Il ferma les yeux. Il les garda fermés un long moment. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. Et il ne prit pas la peine de prétendre le contraire. « Je ne savais pas qu'elle vous avait mise à la porte, dit-il. On m'a dit que vous étiez parti. On m'a dit que vous aviez pris l'argent et que vous étiez parti à l'étranger. On m'a dit beaucoup de choses, et j'ai honte maintenant du nombre de choses que j'ai crues. Vous les avez crues, dit-elle, parce que vous le vouliez. C'est plus facile que l'alternative. Oui, dit-il, ça l'était. Ce n'était pas, réalisa-t-elle, une excuse. C'était une confession. Et la différence entre les deux chez un homme comme lui était la différence entre une porte fermée et une porte ouverte d'un seul pouce. Elle traversa le tapis. Elle ne sut pas qu'elle allait le faire avant de l'avoir fait. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui, pas plus près. Elle leva les yeux vers son visage et dit « Je ne suis pas venu ici ce soir pour vous trouver. Je suis venu pour une signature. Il y avait un terrain près de la maison de mon père que je souhaitais acheter, et l'exécuteur testamentaire du précédent propriétaire est ici ce soir. Et j'espérais le coincer avant minuit. C'est tout. Je me suis habillé pour lui, pas pour vous. J'ai emprunté un nom pour lui, pas pour vous. Les garçons sont ici, parce que je ne pouvais pas les laisser, et parce que je ne les laisserai plus jamais nulle part. Je comprends, dit-il. Je ne veux rien de vous, dit-elle, et sa voix, à sa grande irritation, se brisa légèrement sur le mot. Ni votre nom, ni votre maison, ni votre titre, ni vos excuses. Les garçons ne savent pas qui vous êtes. Ils ne le sauront que si je choisis, en mon temps, de le leur dire. Je ne les laisserai pas être utilisés. Je ne les laisserai pas être étudiés. Je ne les laisserai pas être mesurés à un portrait dans une longue galerie et jugés insuffisants pour la forme d'une oreille. Me comprenez-vous?
Je vous comprends, dit-il. Chaque mot. Bien, dit-elle. Puis-je demander une chose, dit-il. Elle attendit. Puis-je, dit-il, pour le reste de ce quart d'heure, simplement rester dans cette pièce avec vous, et que vous me disiez à nouveau leur nom, et que vous me disiez une chose vraie sur chacun d'eux qui n'est dans aucune lettre et dans aucun registre, puis vous raccompagner au couloir et vous laisser partir? Puis-je avoir cela? Je ne demanderai pas plus ce soir. Je ne demanderai peut-être plus jamais rien. Mais puis-je avoir cela? Elle s'était préparée, au cours des longues années, à de nombreuses versions de lui. Elle ne s'était pas préparée à celle-ci. Celle-ci n'avait aucune défense. Celle-ci ne demandait pas le pardon, ni les garçons, ni elle. Celle-ci demandait, très humblement, 15 minutes pour qu'on lui dise des choses vraies dans une pièce calme. « Asseyez-vous », dit-elle. Il s'assit. Elle non. Elle se tint près du feu, la main sur le dossier de la deuxième chaise, et elle lui raconta. Elle lui dit que l'aîné s'appelait William, d'après son grand-père, et que William avait appris à lire seul à 4 ans, par un refus obstiné qu'on lui lise des histoires plus longtemps, et que William, quand il avait peur, ne pleurait pas, mais devenait très immobile, et que la façon de savoir que William avait peur était de regarder le petit muscle sur le côté de sa mâchoire. Elle lui dit que Thomas, le milieu, était né en riant et n'avait pas, dans un sens significatif, cessé, et que Thomas pouvait imiter n'importe quelle voix qu'il avait jamais entendue, et que la grande épreuve de la jeune vie de Thomas était qu'on ne lui avait pas encore permis d'avoir un chien. Elle lui dit qu'Oliver, le plus jeune, avait été le plus petit à la naissance et avait failli ne pas vivre, et que pendant le premier mois de sa vie, elle avait dormi avec lui, contre sa poitrine, parce qu'elle avait peur que s'il le posait, il oublierait comment respirer. Qu'Oliver, maintenant, était le plus courageux des trois, de la manière étrange que ceux qui ont failli ne pas vivre sont souvent les plus courageux, et qu'Oliver donnait tout ce qu'il aimait parce qu'il avait appris, très tôt, que les choses que l'on aimait n'étaient pas, à la fin, les choses que l'on gardait. Le duc d'Avonhurst était assis sur la chaise près du feu, pendant qu'elle lui racontait ces choses. Il n'interrompit pas. Il n'écrivit rien, bien qu'elle pût voir qu'il confiait chaque mot à une mémoire qu'elle se rappelait être inhabituellement exacte. Une fois, quand elle décrivit le premier mois d'Oliver, sa main se ferma très fort sur le bras de la chaise. Et une fois, quand elle décrivit l'immobilité de William, il se couvrit les yeux d'une main et les garda couverts pendant un long moment. Il ne pleura pas, il ne se le permettait pas, soupçonnait-elle. Il écoutait seulement, comme un homme écoute quand on lui a donné, après une grande sécheresse, une seule tasse d'eau, et qu'il a décidé de la boire lentement. Quand elle eut fini, le feu avait baissé d'un autre pouce. La lampe sur le bureau avait commencé à fumer très légèrement. Du couloir vint le petit son lointain d'un garçon qui riait. Le rire haut et pur d'Oliver a quelque chose que Lady Castlemere avait dit. Et tous les deux dans la bibliothèque tournèrent la tête vers le son. Et pendant une courte seconde illégale, ils se sourirent à travers la pièce, comme des parents sourient. Elle attrapa le sourire. Elle le rangea. « Il est un quart d'heure, dit-elle. »« En effet, dit-il. » Il se leva. Il prit la figue confite sur le bureau. Il plia le mouchoir autour avec grand soin et le glissa dans la poche intérieure de son manteau, contre sa poitrine. Et elle ne dit, en le regardant faire, aucune des choses qui lui montèrent à la gorge. Il traversa la pièce jusqu'à elle. Il s'arrêta à 1 mètre, comme elle s'était arrêtée à 1 mètre de lui. Et il s'inclina, une fois, très bas. La révérence d'un homme qui n'a rien à offrir que la révérence elle-même. « Lady Marston », dit-il, avec une légère ironie épuisée qui fut la première note juste de l'homme qu'elle avait autrefois connu. « Je vous suis très reconnaissant pour la conversation. »« Monseigneur, » dit-elle. Elle inclina la tête. « Bonne nuit, dit-il. Il lui ouvrit la porte. Il ne la toucha pas. Il ne présuma pas, même par le frôlement d'une manche. Elle passa devant lui dans le couloir, et Lady Castlemere se leva d'un petit canapé où elle avait raconté au garçon, avec un grand sérieux, l'histoire d'un portrait sur le mur. Et les 3 garçons coururent vers elle avec la joie spontanée d'enfants qui ont été séparés de leur mère pendant 15 minutes entières. Et elle les rassembla, et elle ne regarda pas en arrière, et la porte de la bibliothèque se referma derrière elle avec un son si doux qu'elle ne l'aurait pas entendu si elle n'avait pas tendu l'oreille. Elle ne se permettrait pas, pendant un certain temps, de penser au petit objet maintenant niché contre la poitrine du duc d'Avonhurst,
sous la fine laine de son manteau, gardé au chaud par le cœur dont on lui avait dit un jour, dans une chapelle en juin, qu'il serait à elle. Elle obtint cependant, cette nuit-là, sa signature. L'exécuteur était aux tables de jeu. C'était un homme âgé aux yeux larmoyants et ayant tendance à s'assoupir entre les mains. Elle s'assit à côté de lui et lui parla avec la patience qu'elle réservait aux hommes âgés aux yeux larmoyants. Et en l'espace d'une demi-heure, elle obtint non seulement sa signature, mais aussi la bienveillance de 2 de ses voisins et une promesse discrète d'une réduction sur le pâturage attenant. Elle se leva de la table. Elle le remercia. Elle rassembla ses garçons, qui avaient été autorisés par Lady Castlemere à s'asseoir sur un banc de velours à côté de la salle de jeu et à manger une quantité discrète de masse-pain. Elle fit ses adieux. Elle ne revit pas le duc d'Evonhurst cette nuit-là. Et elle comprit, avec une clarté qui n'était pas entièrement du soulagement, qu'il s'était retiré du bal pour qu'elle puisse le quitter sans plus d'histoire. Dans la calèche, sur le chemin du retour, Oliver s'endormit la tête contre son épaule. Une 3e figue confite était cachée dans sa poche, laissant une petite tache sombre sur son manteau qu'elle ferait, le matin, semblant de ne pas voir. Thomas, sur le siège d'en face, raconta à William à voix basse et excitée chaque détail de chaque danse qu'il avait observée, avec des imitations de 3 douairières et d'un vicomte ivre. Jusqu'à ce que William, qui était l'aîné de 8 minutes et qui prenait ses 8 minutes au sérieux, lui dise de se taire et de laisser leur mère penser. Elle ne pensa pas. Elle regarda par la fenêtre de la calèche les lampes des grandes maisons passer une par une et céder la place aux lampes plus faibles des rues plus proches de chez elle. Et elle se permit, le temps d'une rue, de se souvenir qu'elle avait été un jour très jeune et qu'elle avait été un jour très aimée et qu'elle avait cru un jour, de tout son poids sans défense, qu'elle n'aurait jamais à apprendre à être prudente. Puis elle remit le souvenir là où elle le gardait. Elle compta la respiration de ses garçons, et elle rentra chez elle. La petite maison blanche derrière la haie les attendait avec une lampe allumée dans le hall. La femme qui avait habillé les garçons ce soir-là, qui n'était pas une servante bien qu'elle s'habillât comme telle, ouvrit la porte sans parler. Et les 3 garçons montèrent les escaliers en une ligne endormie et obéissante. Elle resta un moment dans le hall, ses gants à la main, sa robe ivoire encore froide de la calèche. Et elle ne pleura pas, cette nuit-là. Elle s'assit cependant au petit bureau en noyé dans le salon. Elle prit une feuille de papier et écrivit une seule ligne de sa plus belle écriture. « Si vous souhaitez les connaître, écrivit-elle, vous m'écrirez d'abord. Vous n'appellerez pas. Vous n'enverrez personne. Vous écrirez de votre propre main et vous me direz, clairement, ce que vous êtes prêt à leur offrir, qui ne soit ni de l'argent, ni un nom. Quand vous aurez fait cela, je lirai votre lettre et je l'examinerai. Je ne fais aucune promesse au-delà de la lecture. Je ne serai pas pressé. » Elle ne signa pas. Elle la plia. Elle la scella avec un simple cachet de cire. Elle l'adressa d'une main qui la surprit par sa fermeté, au duc d'Avonhurst à son adresse en ville. Elle la laissa sur la table du hall pour le courrier du matin. Puis elle monta se coucher. Et elle resta longtemps dans le noir. Et elle pensa à une figue confite, pliée dans un mouchoir contre le cœur d'un homme. Et elle pensa à une petite mâchoire, se figeant sous la lumière d'un lustre. Et elle pensa au son particulier d'Oliver, riant dans un couloir. Et elle pensa que peut-être, après 7 ans, le nœud dans sa poitrine n'était pas, après tout, la seule chose en elle qui avait été nouée. La lettre du duc arriva le 3e matin. Elle s'attendait à ce qu'elle arrive le 1er. Elle s'attendait, en fait, à 2 le 1er, 3 le 2e, et un petit siège persistant par la suite. Le fait qu'elle n'arrive que le 3e matin, et que lorsqu'elle arriva, ce fut une seule feuille, écrite serrée de sa propre main sans les fioritures d'un clerc, fut la première chose à son sujet qu'elle se permit de respecter. Il écrivait, disait-il, en réponse à ses instructions. Il avait lu sa ligne un grand nombre de fois. Il avait considéré, comme elle lui avait demandé de le faire, ce qu'il était prêt à offrir qui ne soit ni de l'argent, ni un nom. Il avait noté sa réponse, disait-il, après réflexion, et il la noterait à nouveau maintenant en mots simples. Il était prêt, écrivait-il, à leur offrir son attention. Pas occasionnelle, pas gracieuse, pas à ses conditions. Le genre d'attention qui apprend les habitudes d'un enfant et s'y adapte. Celle qui arrive quand on la promet et n'arrive pas quand on ne la promet pas. Le genre qui est prêt à être sans importance dans la vie d'un enfant pendant longtemps avant, si jamais, de devenir important.
Il était prêt à leur offrir la vérité en portions telles qu'elle les jugerait capables de la supporter, au moment qu'elle jugerait approprié, dans les mots qu'elle choisirait. Il était prêt à ne leur offrir entre-temps aucune revendication et aucune exigence. Il était prêt, écrivait-il, à être utile ou à être absent selon ses besoins et à ne considérer ni l'un ni l'autre comme indigne de lui. Pour elle, écrivait-il, il n'était prêt à rien offrir du tout, car tout ce qu'il lui offrirait maintenant serait, par la nature des choses, une insulte. Et il l'avait assez insultée. Il signait simplement de son prénom. Il n'avait pas fait cela dans une lettre à elle depuis 8 ans. Elle lut la lettre 2 fois. Elle la posa sur le bureau. Elle fit une fois le tour du salon. Elle la lut une 3e fois. Puis elle alla dans la cuisine et prépara du thé de ses propres mains. Et elle s'assit à la table de la cuisine pendant que la bouilloire murmurait, et elle fixa le grain du bois jusqu'à ce que la bouilloire siffle. Il n'avait pas, nota-t-elle, demandé à les voir. C'était, plus que toute autre chose dans la lettre, ce qui retint sa main de la déchirer. Elle répondit le même jour. Elle écrivit qu'il pourrait, le dimanche après-midi suivant, venir pour 1 heure à la petite maison blanche derrière la haie. Il viendrait en tant que Monsieur Avery, une connaissance de la paroisse de son père. Il n'apporterait aucun cadeau. Il n'essaierait pas, lors de cette première visite, d'être autre chose pour les garçons qu'un étranger poli invité à prendre le thé. Il ne resterait pas pour le souper. Il partirait à la fin de l'heure, et il ne reviendrait pas avant qu'elle ne l'invite à nouveau. Elle ajouta en post-scriptum qu'Oliver aimait particulièrement le gâteau aux groseilles, que William détestait qu'on lui tapote la tête, et que Thomas essaierait, en moins de 10 minutes, de le faire rire. Il ne devrait pas, écrivit-elle, résister à la tentative. Thomas était très doué pour ça. Il vint le dimanche. Il vint à pied avec un parapluie démodé, dans un manteau qu'elle soupçonnait qu'il avait emprunté à un cousin plus jeune et plus mince. Il avait suivi ses instructions, vit-elle immédiatement, avec une littéralité presque comique. Il avait même, quelque part, acquis une légère courbure, comme pour se faire moins duc. Elle ne rit pas. Elle se permit, à la place, un petit hochement de tête intérieur. Il s'assit à sa table de cuisine, car elle ne le conduisit pas, ce premier après-midi, au salon. Il but son thé. Il mangea le gâteau aux groseilles d'Oliver. Il ne tapota pas la tête de William. Il rit, 2 fois et sans pouvoir se retenir, à Thomas qui imita pour lui la voix précise du facteur, puis, encouragé, imita la voix précise de Lady Castlemere, ce qui le fit poser sa tasse et se couvrir le visage avec sa serviette pendant une bonne demi-minute avant de pouvoir se reprendre. Il resta 1 heure. À la fin de l'heure, il se leva. Il la remercia formellement. Il s'inclina devant les garçons. Il dit à Oliver que le gâteau avait été l'un des meilleurs qu'il ait jamais mangé, et si Oliver pouvait transmettre ses compliments à la cuisinière. Ed Oliver, qui savait très bien que la cuisinière était sa mère, dit gravement qu'il le ferait. Et le duc d'Avenhurst repartit dans la ruelle, sous son parapluie démodé, et ne regarda pas en arrière, comme on lui avait demandé de ne pas le faire. Il revint le dimanche suivant. Il vint tous les dimanches pendant 3 mois. Le 4e mois, quand il eut demandé la permission et l'eut obtenue, il vint aussi les mercredis. Le 6e mois, après une longue conversation menée près du feu de la cuisine après que les garçons furent couchés, on dit aux garçons, dans les mots que leur mère choisit, qui était Monsieur Avery. On le leur dit assis en rang sur le canapé du salon, avec leur mère d'un côté, et l'homme qu'ils avaient appris à appeler par son prénom de l'autre. Et on leur dit la vérité en portions que leur mère jugea qu'ils pouvaient supporter, ce qui fut, en l'occurrence, la majeure partie. William fit le truc avec sa mâchoire. Thomas posa un grand nombre de questions, la plupart excellentes. Oliver, qui tenait la main du duc sans que personne ne le remarque, ne la lâcha pas. C'est ce moment, quand elle y repensa plus tard, qu'elle data comme le début de la seconde vie. Pas le bal, pas la bibliothèque, pas la lettre. La petite main collante, déjà dans la sienne, qui ne lâchait pas. Il y eut des difficultés, bien sûr, après cela. Il y eut des voisins à gérer, et une paroisse à surprendre, et une maison de ville à ouvrir ou à fermer, et une belle-mère quelque part sur le continent, à informer par une lettre si froidement polie qu'elle aurait pu servir à glacer du vin. Il y eut l'affaire lente et prudente, d'enseigner à 3 garçons ce que signifiait que leur père était un duc, et ce que cela ne signifiait pas. Et l'affaire plus longue et plus prudente,
d'enseigner à leur père ce que signifiait être le leur. Il n'y eut, entre les deux adultes, pas de second mariage. Elle n'en voulait pas. Il ne le demanda pas. Ils vivaient selon un arrangement qu'ils élaborèrent à la table de la cuisine, autour de nombreuses tasses de thé, comme deux parents qui partageaient une maison à la campagne pour le bien des garçons. Et comme eux-mêmes, séparément et avec méfiance, le reste du temps. Que cet arrangement devienne, à sa manière lente, autre chose était une question qu'aucun d'eux, dans ses premières années, n'était prêt à poser à voix haute. C'est ainsi que cela se termina, ou comment cette partie se termina. Lady Castlemare, qui avait décidé dans le couloir cette nuit-là de sauver plutôt que de ruiner, vécut jusqu'à un grand âge et fut la marraine, finalement, d'une petite fille qui arriva bien plus tard dans l'histoire et qui fut nommée, après quelques consultations, en son honneur. La femme en vert pâle, dont le nom avait été prononcé dans le même souffle que celui du duc pendant toute une saison londonienne, épousa un baronnet du Yorkshire, qu'elle aimait considérablement mieux, et qu'il l'aimait encore plus, et fut, selon tous les témoignages ultérieurs, très contente. La mère du duc ne revint pas du continent. Elle écrivit une fois une lettre qui fut brûlée par son fils dans le feu de la cuisine, en présence de sa femme et de ses fils, sans être lue à voix haute. L'exécuteur aux yeux larmoyants mourut paisiblement à sa table de jeu quelques années plus tard, en pleine main, tenant 2 rois et un petit sourire satisfait. William grandit, grand et silencieux, et lut tout ce qui se trouvait dans la bibliothèque de son père. Il devint, à 20 ans, le genre de jeune homme que les hommes plus âgés consultaient sur des sujets difficiles. Thomas eut son chien, puis un autre, et s'engagea dans l'armée de son propre chef. Il rentra intact, avec un grand nombre d'histoires, et une nouvelle voix à imiter. Oliver, qui avait été le plus petit à la naissance, et qui donnait tout ce qu'il aimait, devint, avec le temps, un médecin. Il fut, de la vie générale, l'homme le plus gentil de 3 comtés, et ne put jamais, de toute sa vie, passer devant un plateau de figues confites, sans lui sourire, comme si elle lui avait un jour rendu un service particulier. Et ainsi, près de la petite maison blanche derrière la haie, dans la douce lumière jaune d'une lampe de cuisine allumée contre un début de soirée d'hiver, ils s'assirent tous les 4, pour souper comme ils s'étaient assis, pour souper 1 millier de fois auparavant. Et la 5e chaise, qui avait été vide pendant tant d'années, n'était plus vide. Et c'était, à la fin, toute l'histoire. Si vous êtes déjà entré dans une pièce brillamment éclairée avec un secret serré contre votre poitrine, et que vous avez senti le secret peser plus que votre robe, votre nom et votre courage réunis, et que vous avez craint, à ce moment-là, de ne pas survivre au regard de la seule personne dans la pièce que vous aviez le plus besoin de ne pas voir, alors vous vous êtes tenu un battement de cœur là où elle se tenait. Si vous avez déjà été celui de l'autre côté de la pièce, tenant un verre que vous avez oublié, regardant une vérité entrer sur 3 petites paires de pieds, alors vous vous êtes tenu un battement de cœur là où il se tenait. Et si vous avez déjà été le petit enfant courageux aux doigts collants qui a simplement, sans le savoir, offert aux adultes compliqués de la pièce la seule chose qu'ils ne savaient pas comment demander, alors vous avez, peut-être, fait plus de bien dans ce monde qu'on ne vous le dira jamais. Asseyez-vous avec moi un moment de plus près de ce petit feu. Dites-moi, si vous le voulez bien, quelle phrase vous a marqué? Était-ce la figue confite, pliée dans un mouchoir et nichée contre un cœur qui avait été trop fier pendant 7 ans pour demander? Était-ce le garçon aîné rendant la révérence? Était-ce la ligne qu'elle ne le laissa pas franchir dans la bibliothèque quand elle se tenait à 1 mètre de lui et pas plus près? Ou était-ce la petite main dans le salon des mois plus tard qui ne lâcha pas? J'aimerais savoir. Je garde ces réponses, comme je garde ces histoires, pour les nuits plus froides. Et si vous avez trouvé votre chemin jusqu'à ce feu, et que la chaise à côté a semblé, même pour 1 heure, être la vôtre, alors restez. Il y aura bientôt une autre histoire, un autre soir, avec une autre pièce et un autre secret, et une autre petite miséricorde ordinaire et étonnante en son cœur. Rapprochez un peu la couverture. Laissez la lampe brûler doucement. Je serai là, quand vous serez prêt pour la suivante. Reposez-vous bien. Le feu veillera jusque-là.